Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet du jour, dire stop à une mission en cours. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques temps, il y a à peu près un an au jour où je vous fais cette vidéo-là. Et pourquoi je vous en parle? Parce que, si vous le savez, si vous me suivez ici, ça fait presque 8 ans que je suis freelance et il m'arrive encore aujourd'hui de dire stop à des missions, d'arrêter des missions. C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. En réalité, ça m'est arrivé peut-être 3-4 fois en 8 ans d'expérience. Mais là, je trouvais que ça pouvait être intéressant justement de vous parler de cette dernière expérience, de vous montrer que on peut dire stop à une mission en cours, pourquoi j'ai dit stop à une mission en cours, qu'est-ce qui s'est passé, vous raconter vraiment tout ce déroulé pour de un, peut-être vous éviter de faire la même erreur et d'y aller aussi dans certaines missions qui s'annoncent un peu compliquées, ou deux, vous déculpabiliser aussi pour vous montrer que même quand on est UX designer senior, ça nous arrive aussi de faire des erreurs, ça nous arrive aussi de nous engager dans des missions qui ne vont pas. Donc ça peut aussi vous permettre de déculpabiliser et de vous dire qu'il n'y a pas mort d'homme. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo qui va être un peu longue parce que je vais vous raconter vraiment tout le déroulé de cette mission. Je vais vous parler dans un premier temps de la première prise de contact. Un matin, je reçois un appel téléphonique d'un numéro que je ne connais pas sur mon téléphone. Je ne réponds jamais, peut-être que vous êtes pareil aussi, mais je ne réponds jamais au numéro que je ne connais pas parce que je me dis qu'il y a peut-être 99% de risque que ce soit du spam tout simplement ou de la pub. Et j'ai un message vocal du coup sur ma messagerie qui me dit « Bonjour Nolwenn, monsieur nanana au téléphone ». De la société nanana, je vous contacte parce que j'ai un besoin en UX UI, j'aimerais qu'on en discute, est-ce que vous pouvez me rappeler s'il vous plaît? Il faut savoir que je n'aime pas du tout faire des prises de contact par téléphone, je vous recommande de ne pas le faire d'ailleurs, parce qu'en général, l'interlocuteur pense qu'on a 3 heures à lui consacrer au téléphone, on passe à côté de la moitié du recueil des besoins, c'est compliqué, c'est un peu fouillis, il ne fait pas un effort de synthèse. Donc, je lui réponds tout simplement par message, parce que je n'avais pas son mail, par SMS en lui disant merci pour le contact, je ne vais pas être disponible tout de suite. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail pour me parler un petit peu plus de votre besoin dans un premier temps? Et je lui envoie aussi également mon formulaire de prise de brief. Donc ça, c'est un formulaire que j'ai mis en place qui me permet justement de pouvoir aussi en savoir un petit peu plus avant le premier entretien avec un prospect. C'est ce qu'il fait consciencieusement. Tout est ouvert, le message est top, le mail est top. Le budget qu'il annonce lors du formulaire de la prise de brief, parce que j'ai une question, je demande le budget, il me dit que qu'il a un budget de 10 000 €. Il me dit c'est parfait, il comprend l'enjeu, il sait que l'UX UI c'est un budget, donc parfait, j'y vais. Je lui propose du coup dans la foulée de nous rencontrer en visio. Il s'agit de mon process habituel. Une fois que le prospect a rempli le formulaire de prise de brief et que je vois que tout est OK, je vais creuser lors d'un entretien en visio. Ce qui s'est passé avec lui. Et là, premier warning, le feeling n'est pas vraiment passé. Alors pourquoi il n'est pas passé? En fait, tout simplement pour moi, c'est un prospect qui ne m'a pas laissé en placer une. Concrètement, il a parlé de son besoin et il n'y a pas du tout eu d'échange, il n'y a pas eu de questions et je n'arrivais pas à prendre ma place et à parler en fait véritablement. Quand on est en premier entretien avec un prospect, normalement, il y a vraiment une communication 50-50 qui doit se faire. Là, c'était pas le cas. En revanche, le projet était quand même assez intéressant. C'est toujours pareil, c'est que le projet est intéressant, le feeling n'est pas là, je me dis bon, allez, je creuse quand même, sachant qu'il me disait que le principal interlocuteur que j'aurai pendant la mission, ce sera le développeur. Donc je me dis, faisons un point avec le développeur, puisque ça va être lui mon interlocuteur principal. Je rencontre alors le développeur en visio. Et là, il s'agit de 2 heures de visio. Pareil. En fait, pareil, le feeling ne se fait pas. Je pose pas de questions sur ma méthode de travail, alors que pourtant j'adore travailler avec les développeurs, vous le savez, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je considère vraiment que le développeur c'est un duo avec le designer. Et là, j'avais du mal à me projeter sur un duo avec lui, parce qu'il n'y avait pas ce dialogue en fait, justement. Vraiment, je te balance toutes les infos et tu verras. Donc bon, je me suis dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Là, en théorie, pour être tout à fait honnête et transparente, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, si c'était un autre contexte, j'aurais dit non. Pourquoi j'y suis quand même allée? Parce qu'à ce moment-là, je préparais un projet de voyage à vélo de 4 mois, un tour de France à vélo de 4 mois avec ma famille. J'avais pour objectif de prendre un maximum d'avance sur ma trésorerie pour pouvoir pallier à ces 4 mois d'absence où j'allais pas travailler. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est quand même un budget de 10 000 € parce que ça, pour le coup, il me l'a confirmé qu'il avait vraiment ce budget-là. Je peux pas refuser 10 000 € là, ou en tout cas, je me sentais pas capable de refuser cette somme-là. Donc, je me suis dit, tant pis, peut-être que je vais quand même réussir à prendre ma place. Je suis quand même expérimentée, ça fait plusieurs années que je suis à mon compte, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de clients.
je vais réussir à prendre ma place. J'ai déjà eu des situations compliquées, donc ça va le faire. Dans le même temps, je reçois un message de ce futur client qui me demande si je connais pas quelqu'un pour l'accompagner sur la refonte de son site vitrine. Parce que moi, c'était pas la refonte du site vitrine, c'était vraiment son produit en lui-même. Je lui recommande un confrère à moi, en qui j'ai totalement confiance et que je connais parfaitement. Et là, il me dit que lui aussi, il a un doute et que le feeling n'est pas forcément passé. Donc ça, c'est vraiment quand on est deux freelance à se rendre compte de ça, alors que moi, je lui avais pas parlé de mon sentiment, hein, je lui avais pas dit que j'avais pas le feeling ou autre. Je lui ai laissé se faire son propre avis. Voilà, les avis convergeaient. Mais, comme vous l'avez compris, j'y vais quand même. Je fais mon devis à 10 000 € et peut-être honnêtement 10 minutes après, le devis est signé. Le premier acompte est versé. Franchement, ça m'est jamais arrivé que ce soit aussi rapide. En général, les clients mettent pas forcément beaucoup de temps, mais il y a quand même un petit délai. Là, c'était vraiment une rapidité incroyable. C'est à ce moment-là où je me suis dit peut-être que je me suis trompée, tout simplement. Sauf que non, parce que juste après, moi, je démarre souvent mes projets avec un atelier Business Canvas. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet du pourquoi, du comment, pourquoi surtout je démarre avec le Business Canvas. J'en parle beaucoup dans ma formation en ligne. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien dans la bio si vous voulez un peu voir le programme. Je lui dis qu'on va faire cet atelier. Et là, dès les premières minutes de cet atelier Business Canvas, il me dit « En fait, je ne sais pas si on a besoin de le faire. Enfin, je pense qu'on n'aura pas besoin parce que d'ailleurs, j'ai déjà fait. Est-ce qu'on peut directement passer à l'après? Parce que bon... voilà, enfin, j'ai pas le temps. Ça m'a freiné énormément parce qu'un client qui refuse, alors même qu'il a signé le devis et qu'il a vu qu'on allait faire ça, qui le jour J décrédibilise un peu en me disant en fait on n'a pas besoin de ton truc, c'est gentil, ça fait un peu mal. Je vais essayer d'être polie, mais voilà, ça embête un peu. Mais c'est là où mon expérience de senior a joué. Je n'ai pas lâché le morceau. J'ai repris ma posture de freelance en lui disant « Ok, tu l'as peut-être déjà fait 1000 fois, mais tu ne l'as pas fait avec le prisme d'un designer. Moi, j'ai besoin de ces informations de toute façon pour commencer. Donc, il faut qu'on le fasse. Et de toute façon, ça tombe bien. Si tu l'as fait il y a 1000 fois, ça veut dire que ça ira vite. » Et spoil alerte, ça n'a pas été aussi rapide que ça. Donc, encore une fois, il faut le faire, il faut passer par là. Donc, on l'a fait et je reprends du poil de la bête en me disant « C'est bon, ça y est, j'ai ma posture, ça va se passer, il a compris les choses, il joue le jeu aussi, on y va. » Normalement, qu'est-ce qui se passe après ce Business Canvas? Moi, je fais de la user research. Je vais interviewer des potentiels utilisateurs ou des utilisateurs du service et je vais leur poser pas mal de questions. Là aussi, ça je le savais dans la phase de devis, il avait refusé cette partie-là, au prétexte que c'était une création de projet et que du coup, il n'avait déjà pas des clients actuels et surtout que le projet était très confidentiel. Je sais qu'il évoluait dans un secteur qui était très concurrentiel. Les concurrents se regardent un peu les uns des autres et n'hésitent pas à lancer sur le marché les produits des uns des autres. Donc, il y a une vraie concurrence qu'il a. Mais il y a des choses pour pallier à ça, il y a des contrats de confidentialité aussi qu'on peut faire signer. Toutefois, lui, c'était pas son avis, donc il disait on n'avait pas besoin. Je sais que ça a été ma grosse erreur et c'est pour ça que je vous le dis, même 7 ans, 8 ans après. Je le sais que c'est super important de faire la user research, mais je me suis assise sur mes principes parce qu'encore une fois, j'avais besoin d'argent à ce moment-là et je me suis dit tant pis, ce sera pas parfait, mais je peux quand même avancer. Et donc, on n'a pas fait de user research. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que très vite, j'ai été sur le maquettage, sur la phase de wireframe. Là, il se passe quelque chose d'assez magique. Pas forcément dans le bon sens, vous allez voir. Je suis confiante dans ce que je fais. Je me dis franchement, j'ai trouvé un truc pas mal. Après, ce sont mes certitudes et encore une fois, je fais pas de test donc je ne sais pas, mais je pense quand même tenir quelque chose d'intéressant. Je prévois un point de 2 heures pour la présentation de ces wireframes et j'invite même l'ingénieur produit. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas l'ingénieur produit, mais c'est l'ingénieur métier, c'est la personne qui représente le métier à ce point-là, que j'avais déjà rapidement rencontré au préalable. Donc je me dis, là, c'est bien qu'il ait cette vision de métier, c'est lui qui a la vision du métier, qui saura en fait dire si ça le fait ou pas. Je présente le truc, tout va bien. Quelques petites modifs, mais globalement, on me dit, mais vraiment noir sur blanc, franchement, c'est top, ça nous va, ok. Ouais, ça semble correspondre à nos besoins. Voilà, peut-être juste ça. Donc je leur dis, ok, continuez un peu d'y réfléchir si vous voulez et faites-moi vos retours s'il y en a d'ici là. Donc je souffle, encore une fois à montagne russe, je me dis franchement c'est fou comme je me suis trompée, comme mes sensations me jouent des tours cette fois-ci. En fait ça se passe bien, c'est trop bien. Après j'ai quand même un petit truc, je me dis mais quand même il n'y en a aucun des trois, parce qu'il y avait le développeur aussi, donc le dirigeant de l'entreprise et cette fameuse personne en charge du métier. Et je trouve ça quand même bizarre qu'au final
il n'y en a pas un qui m'ait remercié pour mon travail, qui m'a dit bah, c'est top, bravo. Souvent, il y a quand même au moins une petite marque d'affection, une petite marque de gentillesse au moment de cette présentation-là qui est assez clé. Mais là, rien. Donc bon. Mais je me dis ok, bon, c'est des ingénieurs, je sais pas, c'est peut-être un milieu un peu plus masculin, donc peut-être moins habitué à parler de ça, je ne sais pas. Donc je me suis dit, allez, on passe à la suite, c'est parti, on déroule. Et là, je reçois un petit coup dans le dos. C'est quand même comme ça que je l'ai ressenti le soir, donc il était assez tard en plus. Je reçois un message vocal, parce que je ne réponds pas le soir à mon téléphone à mes clients, une limite que je ne franchis pas. Il me laisse un message vocal et me dit salut Nolwenn, en fait voilà, on a refait un point et en fait on n'est pas satisfait de tes propositions. On trouve que voilà, ça ne correspond pas à nos besoins, c'est pas ce qu'il faut qu'on fasse, on n'a pas la solution mais en fait ça ne nous convient pas. Et là franchement je me suis dit mais je comprends pas ce décalage entre le moment où je leur parle et le moment où... et ce message vocal en fait. Parce qu'en présentation, encore une fois, ils n'ont pas soulevé de points, donc c'est fou quoi. Le message vocal était vraiment en mode il n'y a pas de solution, ça va pas, etc. Je n'abandonne pas, je suis tenace. Je sais que mon client va passer dans le secteur où je suis, où j'habite, donc je me dis je vais lui proposer un déjeuner et on va voir. On va essayer de faire un point, cette fois-ci en physique. Peut-être pour juste lui et moi pour voir ce qui se passe. C'est ce que je fais, je déjeune avec ce client et là il me dit, il me parle un peu de l'envers du décor en me disant que c'est son équipe, que c'est le développeur et cet ingénieur qui freinent un peu des cas de fer parce qu'ils ont peur en fait du changement, que c'est difficile, que du coup il y a aussi un enjeu de management un peu dans ça, de transformation, vraiment un truc côté très humain, même pas lié à mon métier mais plus... psychologie et conduite du changement, accompagnement à la conduite du changement, ce qui n'est pas du tout mon métier, je le rappelle. Lui, il se disait, t'inquiète pas, ça va le faire, c'est juste qu'effectivement, ils ont besoin d'être assurés. Encore une fois, c'est un warning, je n'arrête plus de compter les warnings sur cette mission qui est une catastrophe, on va se le dire. Je me dis, du coup, je fais quand même un pacte avec moi-même en me disant, au prochain point de présentation, si ça se passe mal, j'arrête tout parce que là honnêtement c'est pas possible. Trop difficile pour moi, psychologiquement j'ai du mal, et je sais même pas où est-ce qu'on va avec ça. Je fais quand même ce pacte avec moi-même. D'un point de vue compteur des jours passés, j'arrive à peu près à la moitié des jours prévus qui ont été consommés. Je préviens, je lui dis, on est à la moitié des jours. Parce que là on n'avait pas pris encore énormément de retard parce que j'arrive à cadrer les choses aussi. Donc c'était vraiment ce moment-là où si je présentais une V2 des wireframes et que là ça n'allait pas, là ça commençait à vraiment à être compliqué d'un point de vue budget pour moi parce que j'allais cramer vraiment beaucoup de temps et pas forcément payer. Là c'est là que tout va se jouer. Donc vraiment je redouble d'efforts. J'ai aussi en tête les propos du coup du patron en me disant il faut que je les rassure. Le point de présentation des nouveaux wireframes, je suis vraiment sur la pédagogie, je suis déjà pédagogue de base, mais là vraiment j'axe énormément les choses, je prends le temps d'expliquer, je donne tout, vraiment je donne tout. Et là ça se passe un petit peu comme la première fois, donc pas vraiment d'objection. Le patron cette fois-ci c'est plus lui qui est un peu là en demi-teinte à dire ouais c'est pas mal, c'est pas trop machin. Donc je me dis oh là là, ils vont me faire la même chose, je vais recevoir un appel le soir, je sais pas. Et finalement, pas d'appel le soir même. Je me dis que c'est bon, que ça y est, j'ai passé le cap, j'ai réussi à leur faire passer le cap de cette transformation-là et qu'on va pouvoir avancer. Je commence à dérouler les maquettes, à faire de la prod pure et dure. Je prévois même le prochain point de présentation, tout le monde accepte ce prochain point. Et là, dans la journée, je reçois un mail du patron. C'est un mail, honnêtement, j'ai jamais reçu un mail aussi long de ma vie. C'est un mail qui fait facile 5 pages, un gros pavé, pour m'expliquer que ça ne va pas, que l'ingénieur voudrait que le bouton du menu soit à gauche et pas à droite, que ça va pas, etc. Et alors là en fait, je me mets à rire nerveusement, tellement c'est gros et tellement je me dis mais là c'est l'enfer en fait, c'est l'enfer sur terre. Je ne savais même pas par quel bout prendre ces retours-là, je ne savais même pas comment faire pour que ça aille. C'en était trop et donc je prends la décision d'arrêter cette mission. Je m'aperçois d'ailleurs qu'en fait ce serait même pas un budget de 10 000 mais ce serait facilement le triple pour essayer de démêler tout ça tellement ils sont pas du tout matures en fait sur le sujet. Je m'attelle donc à la rédaction d'un magnifique mail bourré d'empathie, de bienveillance, d'explications aussi pour justifier mon choix d'arrêter la mission.
Je reste une professionnelle qui est quand même relativement empathique. Ça m'embête de les laisser et de tout stopper aussi. C'est quand même pas quelque chose qui arrive souvent. Vraiment, je prends le temps. Ça me met plusieurs heures à écrire ce mail, mais je prends le temps de le faire quand même malgré tout. Et là, je peux vous dire que ça a été un soulagement immense au moment où j'ai cliqué sur envoyer. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti un tel soulagement. Ma peur de manquer d'argent à ce moment-là, c'est complètement volé. Donc là, je me suis assise sur 6 000 € à peu près. C'est 6 000 € qui allaient s'envoler au loin. Et ce projet de voyage à vélo était toujours d'actualité. Mais cette peur s'est complètement envolée. J'ai affirmé là, avec ce mail, j'ai réaffirmé mon positionnement, mes valeurs, mes choix. Et je me suis sentie forte à ce moment-là parce que justement, je me suis réalignée en fait avec moi-même. Contre toute attente, mon client a super bien reçu la nouvelle. Moi, je m'attendais à quelque chose, une réaction un peu plus colérique ou je sais pas, de non-compréhension. Et en fait, il a super bien reçu la nouvelle, même à mon sens un peu trop, parce qu'en fait, il était d'accord avec moi. Il était d'accord avec tout et du coup, j'ai jamais compris pourquoi il allait toujours lui dans mon sens, mais pas devant ses collaborateurs aussi. Par le passé, ça a été un manager de centaines de personnes et je comprenais pas pourquoi il savait pas prendre cette posture-là aussi de défense vis-à-vis de son équipe. Pourquoi il me mettait un peu en porte-à-faux sur certains moments alors que d'autres, il me soutenait. Donc ça, honnêtement, j'ai jamais compris. Néanmoins, sa réponse, elle est satisfaisante pour moi parce qu'il le comprend, il fait preuve aussi d'empathie et surtout, chose rare quand même, il me propose de me dédommager des jours, d'une partie en tout cas, des jours qui ont été consommés. Je trouve ça très honnête de sa part. Je lui avais pas demandé de le faire parce que je disais que c'était moi qui mettais un stop à une mission, je prenais ça pour moi et pour autant c'est complètement légitime de demander aussi d'être dédommagé des jours. Mais moi je voulais juste en terminer, terminer ça. Vraiment j'étais dégoûtée donc je voulais même plus du tout en entendre parler. J'avais à ce moment-là une charge mentale énorme sur d'autres sujets. D'un point de vue financier, je n'ai perdu entre guillemets 2 000 €. C'est quand même une somme, mais j'estime avoir quand même limité les dégâts. Je pense qu'honnêtement, si j'avais continué la mission, il m'aurait quand même payé la totalité. J'aurais quand même réussi à avoir ces fameux 10 000 €, voire même plus s'il avait fallu allonger un petit peu le budget. Ce client n'était pas un mauvais payeur, d'autant plus qu'il avait une aide de la BPI, donc il était lié à la BPI. La BPI quand même suit de près les entreprises et il n'aime pas trop les mauvais payeurs, donc je pense qu'honnêtement j'aurais reçu. Cet argent, je l'aurais eu. Mais à quel prix? C'est toujours la question. À quel prix? Parce que j'aurais été épuisée. Ça m'aurait coûté énormément à chaque point de présentation. Au niveau mental aussi, je trouve que c'est quand même compliqué. Il ne faut pas le négliger non plus. Ce qui m'amène aux enseignements de cette mission. Donc pour commencer, je ne vais pas vous mentir, ça a été une mauvaise expérience. Il est vrai que j'ai quand même été assez surprise de moi-même, pas forcément dans le bon sens, en me disant mais après toutes ces années, je me fais encore avoir. Voici un peu mes enseignements. Ce sont des notes à moi-même, mais ça marche aussi pour vous au final. Notre intuition est l'outil le plus puissant qu'on puisse avoir pour aider à la prise de décision. Vous l'avez vu dans cette histoire-là, dès le départ, j'avais pas eu le feeling. J'ai eu plusieurs warnings et pour autant, j'y suis quand même allée. Honnêtement, j'ai beau avoir mis en place plein de process de filtrage client. Par exemple, ce client-là avait parfaitement bien rempli ce formulaire de prise de brief, mais j'ai quand même eu des warnings au moment où je l'ai rencontré et j'en ai pas tenu compte. Première leçon, le feeling que tu as, notre feeling, est l'outil le plus puissant qu'on a. Deuxième enseignement, il y a perdre de l'argent et il y a perdre beaucoup d'argent. Ce qui m'a fait accepter cette mission de base, c'était la peur de manquer d'argent. Mais parfois, cette peur, elle est inévitable et il faut accepter de perdre pour en gagner par ailleurs ou pour se libérer d'une charge qui est absolument non négligeable. Accepter de perdre cet argent aurait été l'option la moins douloureuse pour moi. J'aurais subi cette mission, ça aurait été très difficile pour moi de la mener à terme. C'est moins douloureux de perdre de l'argent que parfois de se mettre dans des missions qui nous pourrissent la vie et nous pourrissent notre quotidien et influent aussi sur notre vie perso. Et en plus de ça, il faut savoir que j'ai aussi du coup refusé une mission qui est arrivée peu de temps après le début de cette mission-là et ça m'aurait aussi au final rapporté de l'argent. Si j'avais dit non dès le départ à cette mission-là, il est très probable que j'aurais pu me mettre dans cette autre mission-là qui se serait bien passée parce que c'est quand même rare les clients compliqués. En général, ça se passe quand même bien. Il y avait quand même peu de risques que ce client-là, cette opportunité-là que j'ai refusée soit aussi une mauvaise opportunité. Troisième enseignement, je mérite mieux. Il y avait une petite voix, un petit diablotin qui me disait « Bah ouais, mais Nolwenn, c'est la vie, tu peux pas toujours avoir 100% de bons clients. Tu en as déjà tellement eu par le passé des top clients qu'il fallait bien que ça t'arrive. » Et non, en fait, quand j'y pense, c'est pas du tout un raisonnement logique. Il n'y a aucun théorème qui dit que plus tu as des meilleurs clients, plus le risque que tu tapes une mauvaise expérience augmente aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas de ratio qui existe. Je mérite, et vous méritez aussi, d'avoir 100%
des missions qui se passent bien, 100% des clients qui soient top. Et moi, j'ai mis en place justement tous ces systèmes de filtrage pour avoir les meilleurs clients. Je suis réalignée avec ça aussi en me disant, mais en fait, je mérite mieux. Et oui, je mérite d'avoir toujours des bons clients. Le dernier enseignement, c'est finalement un peu de gratitude que j'ai et je me dis merci pour cette petite piqûre de rappel. Grâce à cette expérience, finalement, je me suis aperçue que j'avais fait énormément de chemin, que j'avais gagné en force parce que pour pouvoir dire stop à une mission en cours, il faut avoir de la force, il faut avoir confiance en soi. Par le passé, je n'aurais probablement pas arrêté cette mission, je me serais accrochée à fond, j'aurais pleuré chaque soir, j'aurais été infecte dans ma vie perso, ça aurait été compliqué. J'ai quand même progressé et finalement, je suis beaucoup plus forte que je ne le crois. C'est tout pour moi pour ce récit. J'espère que ce n'est pas trop long et que vous avez apprécié m'écouter, que vous avez apprécié ce retour d'expérience. Je suis l'exemple parfait qu'on apprend encore même après 8 ans d'expérience et que ce n'est pas grave. Le tout, c'est d'en tirer des enseignements et puis de rebondir assez vite et surtout de ne pas s'embourber dans une situation qui ne nous convient pas. Ce qui m'amène à cette question, est-ce que vous avez déjà pensé mettre un terme à une mission? Est-ce que vous avez déjà mis un terme à une mission? Est-ce que actuellement vous rencontrez une mission qui est compliquée? Je vous laisse répondre en commentaire de cette vidéo. Je suis toujours disponible sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'écrire. Et sinon, je vous invite aussi à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup aussi dans mon travail au quotidien. Ça permet aussi de rendre un petit peu plus visible mon travail, donc je suis preneuse de vos petits pouces et de vos messages. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!